Alors, salut les amis, aujourd'hui on est là pour parler de la griffe du chien de Don Winslow. Alors, à mon avis, c'est un pseudo. C'est la question que je me suis posée, j'ai pas trouvé la réponse, mais je pense que personne ne s'appelle Don Winslow dans la vraie vie. Alors, en commentaire général, je peux vous dire qu'à mon avis, la chose qui m'a donné le plus envie de lire ça, c'est le nombre de pages. Parce qu'il fait 830, je sais plus combien, 832. Et moi, qui suis tout le temps en train de me dire que les livres de moins de 500 pages, ça vaut pas la peine, etc. Là, je me suis dit, oh putain, 832, génial. Donc voilà. Et en plus, ça parle de trafic de drogue, mafia, etc. Et j'ai pas pu voir Narco, puisque toute la série est en espagnol. Merci les traducteurs, franchement, merde quoi. Donc voilà, j'étais tout à fait motivée pour cette histoire. Alors en résumé, qu'est-ce que je peux vous dire ? À l'origine, le premier personnage qu'on suit, il s'appelle Art Keller et c'est un flic qui bosse à la frontière justement pour essayer d'arrêter les gens qui vendent de la drogue. En fait, il rencontre un gars qui fait de la boxe et il décide d'aller boxer avec parce qu'en fait, lui, il est à moitié américain et à moitié espagnol. Je sais plus s'il est justement mexicain. Oui, je pense qu'il est mexicain. Donc il est moitié-moitié. Donc il va voir ce mec qui fait de la boxe et qui a son frère qui a l'air d'être plus calme, plus posé, mais de vouloir le gérer et tout. Il fait quelques matchs de boxe avec le mec qui s'appelle Raúl Barrera. Et donc il devient pote avec son frère qui s'appelle Adam Barrera. Et les mecs lui disent oui, bah tu pourrais travailler avec nous. Et lui il dit bah non c'est pas possible parce que je suis flic et je vais devoir bientôt partir et tout. Et Adam il lui dit t'inquiète, moi je connais des gens et je vais pouvoir t'arranger le coup, si tu veux rester tu vas rester. Et quelques jours plus tard il y a un vieux mec, là, je me rappelle plus c'est quoi son nom à lui, je crois que c'est Miguel, du coup Miguel Barrera on va dire, désolé si je me trompe, et qui vient le voir et qui lui dit ouais alors il paraît que t'es devenu pote avec mon fils et tout, bon bah voilà c'est arrangé, tu vas rester dans le secteur et tout. Et les mecs de la police lui disent mais t'es pote avec qui mec, comment ça se fait, t'as des relations et tout, ta mutation elle a été annulée tout ça. En fait ils voulaient le muter parce qu'ils lui ont dit oui c'est pas des méthodes, ces mecs là justement ils sont dans la drogue, ils sont dans les trucs louches, t'es pas censé aller parler avec eux, t'es censé les arrêter et point barre, t'es pas censé sympathiser et aller te mêler à eux quoi. Et lui il s'est dit non mais nous ça fait des années qu'on pédale dans la choucroute, on n'a jamais d'infos, les mecs on n'arrive pas à les arrêter et tout, donc à un moment faudrait peut-être changer vos méthodes. Et donc lui il fait exprès, justement quand il fait la boxe avec Raoul il se fait tabasser la gueule, mais justement il dit ouais bah l'important c'est de savoir encaisser etc. Et c'est pour justement se faire respecter de ces mecs là. Donc au départ lui il va là-dedans en mode comme ça je vais être plus proche d'eux, je vais aller à la pêche aux infos, mais les flics veulent le virer. Finalement Don Miguel on va dire, parce que je me rappelle plus vraiment s'il s'appelle comme ça, mais voilà, lui dit, fait en sorte qu'il reste. Bon, il s'appelle Tio, on va l'appeler Tio, comme ça c'est plus simple. En fait, tout le monde l'appelle Tio et donc après on va le voir pas mal sous ce nom-là, et moi c'est un peu plus sous ce nom-là que je l'ai retenu. Du coup, ouais, Tio qui veut dire l'oncle, tonton quoi. Donc ça fait un peu le parrain, et c'est à mon avis tout à fait volontaire. Donc voilà, il lui dit bon bah maintenant toi aussi tu vas m'appeler Tio et tout, vu qu'il lui doit en quelque sorte un service. Et donc Art Keller lui dit oui bah moi je veux arrêter les narcotrafiquants, et donc les deux vont faire une petite alliance en mode ok je vais te les servir sur un plateau. Et donc le mec arrive effectivement à aller lui servir sur un plateau, les mecs viennent et il le flingue devant lui et il lui dit bah voilà tu peux prendre son cadavre et tu peux aller dire que t'as arrêté le plus grand narcotrafiquant du pays et tout, c'est génial, t'es un héros. Et là, il commence à se dire, mais est-ce que je me serais pas un petit peu fait entuber ? Qu'est-ce que c'est que ces mecs-là ? Comment ça se fait qu'ils ont réussi à le faire venir comme ça, normal, alors que nous, le mec, on n'arrivait pas à le faire sortir de son trou et tout. Et le mec, il vient, ils l'ont flingué, ça pue. Et donc après, tout le monde est content. Et en plus, faut voir que dans ce livre, ils décrivent bien comment, dans ces pays-là, au Mexique et tout, ils sont totalement dans le déni vis-à-vis de la drogue. C'est genre, non, il y en a pas chez nous. Et il dit, ouais, quand les flics étrangers, américains et tout, nous disent, mais il faut faire quelque chose et tout, ils disent oui mais ça prend du temps, et au final ils font pas grand chose. Et en fait après donc les mecs disent qu'il y a plus de drogue au Mexique, bah Art Keller il se doute que c'est pas aussi simple, et finalement quand ça reprend, au bout d'un moment il finit par comprendre justement que c'est la famille Barrera qui a repris le business, et là il comprend qu'en fait ils se sont un peu servis de lui pour abattre leurs rivaux, et que maintenant bah c'est eux qui règne sur le trafic de drogue quoi. Donc à partir de là il se dit que son but dans l'existence, parce qu'il se sent pas bien par rapport à ce qu'il a fait, ça va être de se venger et de battre les Barrera et de les faire arrêter et tout, tous, y compris Adam qui était son pote, enfin
vaguement, hein, mais c'était quand même, il avait sympathisé avec lui, quoi. Donc voilà, ça va devenir son but dans la vie. Donc on va suivre d'un côté lui, d'un côté on va suivre Adam aussi, on va suivre Callan, qui est un mec qui est au début à New York et qui se met à buter des gens un peu à cause des circonstances, quoi, parce que les gens le menacent un de ses potes et il agit par instinct et donc il les bute, et donc il va se mettre aussi à régner sur un petit, je sais pas comment on peut dire ça, un petit cartel, une petite mafia, un petit truc dans une ville précise, et donc on va avoir son point de vue de mec qui monte et qui est vu comme une espèce d'exécutant, de mec sans scrupules et tout, alors que lui c'est pas qu'il a pas de scrupules, c'est juste que il a l'impression d'être obligé de faire ce qu'il fait, quoi. Donc voilà, on suit lui, on suit Nora qui est au départ une ado qui couche avec des mecs juste comme ça parce qu'elle aime bien le pouvoir que ça lui donne, et en fait après elle se fait engager par une meuf qui lui offre de devenir pute de luxe vu qu'elle est belle, et donc elle accepte ça parce que la meuf lui dit c'est toi qui vois si tu veux te faire baiser gratuitement par des losers et tout, ou si tu veux vraiment exploiter ton potentiel à fond et aller dans les hautes sphères et tout ça. Donc elle accepte ça parce qu'elle est vachement ambitieuse aussi, et elle a vraiment envie d'être riche, de réussir sa vie et tout, donc elle y va, et donc elle va recroiser nos petits narcotrafiquants qui sont assez riches pour se payer des putes de luxe. Et donc tout ce beau monde-là va se croiser et se recroiser et s'entretuer, buter leurs potes, leurs familles, j'allais dire leurs chiens, mais non, il n'y a pas de chien qui meurt. Je vous le dis si jamais vous aviez peur de ça. Il n'y a pas de chien qui meurt, cela dit, j'y reviendrai, mais il y a beaucoup de gens qui meurent. Mais vraiment beaucoup, hein. C'est pas juste une manière de parler. Et il y a plein de scènes, moi, qui m'ont mis mal à l'aise, alors que moi j'aime bien voir des gens se faire buter, j'aime bien les scènes de torture et tout, enfin c'est pas pour rien quand je vois un livre qui parle de trafiquants, de mafia et tout, je me dis ça a l'air génial. Bon, voilà, donc moi de base j'aime bien ces trucs-là. Mais là, il y a vraiment des scènes qui m'ont mis vraiment mal à l'aise. Après, j'ai bien aimé être mal à l'aise, hein, parce que j'ai envie de continuer. Je sais qu'il y a eu des tomes suivants et j'ai bien envie de les lire, donc c'est pas mal à l'aise au point où je me dis j'aurais jamais dû lire ça. Mais quand même, c'est des scènes qui m'ont marqué, où j'y repense la nuit et tout, et ça me perturbe, donc si ça vous intrigue, voilà, ça peut être bon signe. Mais bon, ça c'est pas vraiment dans le résumé qu'il faut que je le dise. Je pense que pour le résumé, on y est. Hein. Même si c'est un peu difficile à résumer parce qu'il y a beaucoup de persos et ça fait vraiment une grande fresque. D'ailleurs, ça s'étale sur 25 ans. Au début, on suit les persos quand ils sont vraiment jeunes. Comme je vous disais, Nora, au départ, elle doit avoir 12 ans, un truc comme ça. Art Keller et Adam, ils doivent avoir la vingtaine. Et on va les suivre jusqu'à ce qu'ils soient âgés, qu'ils aient des enfants. Enfin, Art Keller, il n'aura pas d'enfants. Mais... Enfin, si, en plus. Il en a, c'est juste que sa femme va le quitter. Bon, petit spoil, mais... Parce que j'allais dire, on les voyait pas, mais oui, c'est normal, c'est parce que sa femme est barrée avec, mais voilà. Bon, histoire, du coup, c'est ce que je suis en train de vous dire. Après, pour vous dire comment ça se passe, donc en fait, on alterne les points de vue, mais est-ce qu'on est vraiment d'un point de vue interne quand on est avec un perso ? Je sais pas. Des fois, on suit aussi des persos temporaires qui vont mourir ou qui vont disparaître. Je me rappelle plus si on est vraiment du point de vue interne des persos, mais à la troisième personne, ou si des fois il y a des commentaires un peu qui cassent le quatrième mur, etc., des commentaires un peu omniscients. En tout cas, voilà, on alterne entre beaucoup de points de vue, et donc au départ, ça peut sembler assez difficile à suivre. Les premières fois qu'on alterne entre les persos et qu'on suit des persos qui sont pas du tout aux mêmes endroits, qui font pas les mêmes choses, etc., c'est un peu dur, mais ça va parce que finalement, les scènes dans lesquelles on nous met sont assez haletantes tout de suite. Je veux dire, au départ, on est avec Art Keller et... on le voit qui découvre une scène de meurtre horrible. Donc forcément, quand on nous décrit des cadavres et tout, on est en mode « Ah ouais, quand même !» Et on a envie de savoir pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Après, quand on est avec Callan, comme il nous dit, voilà, il y a un mec qui est venu pour menacer des gens, et que son pote... il a fait une remarque à la con, et donc le mec a décidé de le flinguer parce que voilà. Et donc lui, il l'a buté en premier, et après, les choses s'enchaînent en mode... il y a toute la mafia du coin, on va dire mafia, même si je sais pas si c'est vraiment le bon mot, parce que je suis pas sûre d'avoir le bon mot, qui décide de vouloir buter ces mecs-là, et du coup, ils sont obligés de se cacher, de tirer aussi sur des gens, leur vie part complètement en vrille du jour au lendemain, donc même si c'est un nouveau perso, on est tellement pris dans le suspense qu'on arrive à être vraiment pris dedans. Souvent, on voit les persos pendant quelques temps, et après, il y a des années qui passent et on les revoit. Donc, on n'a pas vraiment l'occasion de se mettre dans le quotidien des gens.
parce que on les voit surtout sur des moments charnières. Je rigole parce que mon frère confondait charnière et charnier, et donc à chaque fois que je dis le mot charnière, maintenant j'ai des images de cadavres. Et donc maintenant on fait toujours la blague, par exemple quand il y a quelque chose dans un jeu qui signifie soit la vie, soit la mort, un moment clé quoi. Mon frère maintenant il me dit c'est un moment soit charnière, soit charnier, pour dire soit on gagne, soit on perd. Donc ça me fait toujours rire maintenant d'employer cette expression. Voilà, donc en gros c'est plus des moments marquants de leur vie que du quotidien. Donc c'est assez froid et impersonnel, mais il y a beaucoup d'action. Le concept c'est vraiment comme des séries comme Narco que j'ai pas pu voir, mais dont je suppose que c'est le même délire, ou Gomorrah que j'ai vu. Pour le coup ça m'a énormément fait penser à Gomorrah. C'est vraiment de suivre d'un côté des flics, bon dans Gomorrah on ne suit pas des flics, mais en tout cas de suivre aussi d'un côté les narcotrafiquants ou la mafia, et d'avoir les deux points de vue et de voir à quel point, quelque part, les deux côtés finissent par se ressembler parce qu'ils font tous des trucs horribles. Parce que le flic, c'est pas que lui-même il fait des trucs horribles, mais c'est que ses actes ont des conséquences horribles parce que la mafia, ils ont quand même tendance à se venger de manière atroce pour le moindre truc, et le flic, pour protéger certaines personnes ou lui-même, il est un peu obligé de faire croire que c'est d'autres gens, et donc ces gens-là vont se faire massacrer de manière absolument atroce. Donc le concept, en fait, c'est aussi de montrer la réalité, parce que en gros, au Mexique, il y a énormément de corruption. Les narcotrafiquants, c'est quasiment eux qui financent une partie du pays, donc tout le monde ferme les yeux dessus. Et puis il y a des mecs, des Américains qui financent ça indirectement, qui financent genre des trucs d'extrême droite pour payer le fait qu'ils aillent buter des narcotrafiquants, etc. En gros, en mode, parce que la priorité c'est de repousser le communisme, ils s'autorisent à vendre des armes, etc. Et à des mecs qui vont après tous se flinguer les uns les autres, à foutre le bordel dans le pays. Et c'est assez horrible. Et puis pour détruire les champs de cocaïne, ils balancent des pesticides qui détruisent aussi les cultures, donc après les gens meurent de faim, et ça fait qu'ils ont encore plus de raisons de vivre de la drogue parce qu'ils ont plus à bouffer, et c'est les seuls mecs qui ont de l'argent sur place, donc c'est les seuls mecs qui peuvent les aider, c'est ceux qui sont dans la drogue. C'est un espèce de cercle vicieux horrible, et je pense que le mec a dû énormément se documenter pour écrire tout ça, parce que ça a l'air vraiment réaliste, et on en apprend beaucoup sur les politiciens corrompus, etc. C'est assez fou les révélations qu'on a. Je pense vraiment que c'est réaliste, même si je sais pas si les personnes ont les mêmes noms, etc. dans la réalité. Je suppose que c'est peut-être pas le cas. Je me suis pas renseignée, en tout cas, ça fait froid dans le dos, et ça sonne vraiment comme quelque chose qui pourrait s'être réellement passé. Du coup, déroulement d'intrigue, je vous ai dit, on alterne les points de vue, on suit les persos sur des années et des années, donc c'est ça qui compte. On voit au départ, plus ou moins, les gens sont irréalistes, j'allais dire. Idéalistes plutôt, je voulais dire, mais c'était un lapsus révélateur. Et ensuite, ils vont prendre des baffes, il y a des proches à eux qui vont se faire buter, etc. Et petit à petit, ils vont devenir prêts à tout pour survivre et pour faire survivre les gens qu'ils aiment, le peu de gens qu'ils aiment qui sont encore en vie. Donc ils vont tous devenir des grosses saloperies. Donc il n'y a vraiment pas de manichéisme, dans le sens où tout le monde est obligé de devenir horrible si on évolue dans ce milieu. De toute façon, si tu veux rester blanc, on va dire, tu te fais buter. C'est aussi simple que ça. Donc tout le monde, y compris les persos qui sont censés être les gentils au début, vont devenir... vont avoir du sang sur les mains, quoi. La fin, j'y reviendrai. Le personnage, je vous en ai déjà parlé. Donc Art Keller, qui est le flic qui, au départ, justement, est plutôt idéaliste, et qui, après, va s'embarquer dans une vendetta contre la famille Barrera, parce qu'il a été exploité par eux. Et du coup, pour arriver à les faire tomber, il va se dire qu'il est prêt à tout. Et petit à petit, l'histoire va lui faire ah ouais, t'es prêt à tout, t'es même prêt à sacrifier des gens, etc. T'es même prêt à te salir les mains, t'es même prêt à faire des pactes encore avec des connards comme ce qui est responsable de la situation actuelle. Et il va très souvent répondre oui à cette question. Donc petit à petit, on va se dire oui, c'est plus vraiment un héros parfait. C'est juste un mec qui est dans la vengeance et qui a sacrifié toute sa vie pour sa vengeance. Et donc c'est pour ça que sa femme est partie, etc. Ça vous donne une idée du personnage. On va suivre aussi Adam Barrera, qui est le fils du grand patron de la mafia au départ, sauf que puis au départ c'est plus son frère qui est mis en avant, parce que son frère c'est un mec, donc le fameux Raoul qui fait de la boxe, c'est un mec qui bute tout le monde et qui est un gros bourrin impulsif, etc. Donc tout le monde a peur de lui, etc. Et Adam c'est un mec beaucoup plus posé, beaucoup plus... lui il salit pas les mains, en fait il reste dans l'ombre, etc. Mais il fait des trucs il est plus dans la comptabilité, les chiffres, etc. Donc il est intelligent aussi et il fait des trucs réellement utiles. Mais par contre, il a pas
directement de sang sur les mains, il a pas trop envie de voir des gens se faire buter, ça le met mal à l'aise, etc. Et petit à petit, l'histoire va aussi lui mettre de plus en plus les mains dans le cambouis et dans le sang, parce que bon, y a plus de sang que de cambouis dans ce bouquin. Le fameux Callan, je vous disais, qui va se prendre les choses dans la gueule, où au départ il avait rien décidé, puis en fait après il va être un peu obligé de prendre un espèce de rôle de petit caïd de la drogue dans sa ville, etc. Puis après, il va un peu se faire engager comme tueur par des gens et tout. Enfin, il va avoir une vie bien merdique où il va être obligé de faire des choses assez horribles. Et lui aussi, il a quand même des sentiments, des émotions. Autant buter des mecs qui veulent le buter, ça lui pose aucun problème. Autant buter des gens qui ont rien à faire dans l'histoire et qui sont entre guillemets innocents, ça lui plaît pas. Donc il va avoir beaucoup de cas de conscience, beaucoup de mauvaises périodes où il va battre triper, se noyer dans l'alcool, avoir envie de se suicider, tout ça. Donc c'est un perso qui fait partie des plus gentils de ceux qu'on va suivre. Quand je vous dis qu'un mec qui est un tueur, un espèce de tueur à gages fait partie des gentils, vous devez comprendre que dans ce livre, l'ambiance elle est pas rose bonbon quoi. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de Nora, la prostituée. Moi, j'en reparlerai peut-être, mais parce que je sais pas si c'est vraiment le bon endroit pour le dire, mais j'ai pas du tout aimé comment cet auteur parle de cul. J'ai trouvé ça vraiment crado et pas forcément. J'ai trouvé ça badant. Aussi, un truc qui m'a chiffonné, même si je sais pas si c'est réaliste ou non, je sais pas si c'est tiré de faits réels ou non, mais si ça l'est pas, ça m'embête un peu, c'est que quasiment toutes les trahisons sont l'œuvre d'une femme. Quasiment tous les mecs qui sont super importants dans la mafia et tout, et qui vont se faire donner des infos à la police, etc., qui vont se faire balancer et qui vont chercher la balance, etc. Quasiment 9 fois sur 10, ça vient de leur femme ou de leur maîtresse ou un truc comme ça. Donc je sais pas qu'est-ce que c'est censé vouloir dire. Est-ce que ça veut dire que les femmes juste sont pas d'accord avec la violence, etc. Mais moi j'aime pas trop le côté quand même traître des femmes qui sont pas loyales dans ce livre et où c'est vraiment tout le temps comme ça. Et d'ailleurs les mecs insistent. Les mecs qui sont pas dans ce... Les mecs qui ont des meufs, c'est toujours eux qui se font avoir. Et les mecs qui en ont pas, justement, par exemple, le Raoul arrête pas de dire oui, de toute façon, ils se font tous avoir, par l'appel de la chatte, machin. C'est tous leur faiblesse et tout. Enfin, il en parle comme si c'était une drogue ou un truc complètement méprisable et tout. Et ça se comprend dans le contexte du livre. Mais dans l'absolu, c'est assez horrible l'image des femmes que ça donne. Donc je suis assez mitigée sur ce plan-là. J'aime bien le personnage de Nora, je pense que c'est peut-être elle et Callan, c'était mes persos préférés. Mais je suis un petit peu triste parce que, Nora, c'est une meuf qui a décidé justement d'être pute parce qu'en gros, elle a envie d'exploiter le pouvoir que ça lui donne sur les mecs. Et en fait, toutes les femmes dans cette histoire, elles sont vachement intéressées, tout le temps. Après, c'est peut-être parce que les femmes bien, entre guillemets, ne restent pas avec les gangsters, parce que justement, Callan, à un moment, il a une meuf, et au bout d'un moment, elle lui dit si tu continues à rester dans ce milieu-là, moi je me casse. Et il reste dans ce milieu-là, donc elle se casse. Donc peut-être que les femmes bien ne sont juste pas là, mais il y a quand même un truc qui m'a un peu gênée sur ce plan-là. Donc je vous disais, il y a beaucoup de persos, et on va suivre des persos qui vont se faire buter de manière assez horrible. Donc des fois, il faut peut-être mieux pas trop... s'y attacher. D'un côté, l'écriture fait qu'on s'y attache pas forcément trop, mais bizarrement, en fait, quand on suit les gens dans leur quotidien, quand les choses vont pas trop mal, je trouve que c'est décrit de manière assez vague, donc on les suit, on est en mode amusé, un peu extérieur, on s'en fout un peu. Mais quand il y a des scènes où ils se font buter, souvent là, on a beaucoup de détails, et les choses sont vraiment décrites d'une manière où on a l'impression... que ça fait mal quoi. Donc là encore une fois c'est pas vraiment, je sais pas si on peut dire que c'est dans la catégorie personnage ou pas. De toute façon je vous dis ce qui me passe par la tête, mes catégories c'est juste pour m'aiguiller, pour me relancer. Mais voilà du coup, en fait moi les personnages, j'ai vu des gens dans les commentaires dire qu'ils étaient extrêmement variés. Moi justement le problème c'est que j'ai trouvé qu'ils étaient pas extrêmement variés. Il y a vraiment que le côté, d'un côté on est prêt à tout et d'un autre côté ça nous fait souffrir. Ils ont tous cette problématique-là. Le truc, c'est que pour être... leur domaine d'expertise, le domaine où ils essayent d'être les meilleurs et tout, ne sont pas tous le même. Je veux dire, Art Keller, lui, c'est arrêter les trafiquants. Nora, c'est séduire des mecs de plus en plus riches et haut placés, etc. Callan, c'est un tueur. Et Adam, c'est un espèce d'arnaqueur professionnel. Raoul, il tabasse des gens, tout ça. Bon, ils ont un peu chacun leur domaine où ils essayent d'être les meilleurs, mais sinon c'est toujours cette problématique là, avoir un domaine
où on est prêt à tout pour y arriver, etc. Et à côté, avoir des remords, se sentir pas bien. Après, ils ont pas non plus tous la même manière de bader. Je sais que, je vous ai dit, Callan, il est en mode, il boit, il a envie de crever, etc. Nora, à un moment, elle est dans des trucs un peu humanitaires où elle essaie d'aider des gens et tout. Ils ont tous un peu leur manière de compenser. Adam, il a une fille handicapée et du coup, il est à fond sur sa fille, il s'en occupe aussi énormément et lui aussi, il me semble qu'il doit donner des trucs à des associations, des trucs comme ça. Enfin, ils ont tous un peu leur manière de compenser, de survivre aux saloperies qu'ils ont fait. Mais en fait, c'est toujours un peu la même problématique dans tous les persos. Et donc j'ai pas vraiment l'impression qu'ils soient si variés que ça. C'est vrai qu'il y en a qui vont plus loin dans les choses horribles qu'ils font que d'autres, mais c'est un peu les circonstances qui font que. Il y en a qui sont plus ou moins manipulateurs que d'autres, mais quand même ils ont tous... Bon, peut-être pas Callan. Non, Callan il est quand même plus impulsif, même si il est intelligent, mais je crois pas qu'il soit spécialement manipulateur. Je veux dire, Nora elle l'est, Adam il l'est, le Tio c'est le pire dans ce domaine-là, Art Keller il l'est, voilà. Donc ils ont tous un peu quand même le même genre de caractéristiques. Donc moi j'ai pas l'impression que les persos soient si variés que ça, mais ce qui fait qu'on s'ennuie pas et on se dit pas oui tu m'as mis 8 fois le même perso en changeant juste les noms, c'est que justement comme leurs fonctions sont très différentes et qu'ils ont aussi des rapports entre eux, etc., il y a vraiment le côté grand puzzle où tu te demandes qu'est-ce qui va se passer quand machin va être confronté à truc et qu'est-ce qui va survivre entre lui et lui, comment ils vont faire pour s'en sortir de ça, etc. C'est vraiment le grand dessin, on va dire, qui est intéressant. Mais du coup, moi quand même, en général c'est les persos, c'est ce que je préfère dans un livre. Là pour moi les persos c'était plutôt un point faible. Parce que clairement ils auraient pu être beaucoup plus détaillés, on aurait pu partager plus leurs états d'âme, être plus dans leur point de vue, etc. Là les scènes qui sont vraiment super bien décrites, c'est souvent des scènes de meurtres assez atroces, et les pensées des persos et tout, ça reste assez basique. Vraiment en mode il s'en veut, il boit pour oublier, ou il est prêt à tout, il a décidé que voilà, il allait faire ce sacrifice, etc. Bon, voilà quoi, c'est vite fait, donc moi c'est pas vraiment pour moi un point fort. L'apparence, j'en ai quasiment aucun souvenir. Je sais que Nora est super belle et qu'elle a les yeux bleus et enfin voilà, qu'elle est en mode un peu femme fatale idéale, et quand elle est jeune ils disent qu'elle a des grands yeux et que c'est genre le truc qui séduit tous les mecs spontanément quand ils la voient. Je me souviens que Callan il a les yeux marrons parce que elle l'appelle yeux bruns quand elle le revoit plus tard, parce que oui elle le revoit plus tard, je sais pas si on peut dire que c'est un petit spoil, mais bon, comme je vous ai dit, de toute façon ça paraît évident que on voit des persos qui partent d'endroits très divers mais qui vont tous se croiser au fil de l'histoire. Donc ouais, mais sinon j'ai pas vraiment de détails précis du physique d'autres persos et j'ai envie de dire qu'on s'en fout un peu. Il y a un peu quand même le physique des femmes, surtout quand le fait qu'elles soient belles entre en compte dans la manière dont les mecs les traitent. Mais bon, les femmes elles sont toujours un peu considérées comme les biens de leurs mecs, et souvent elles se font buter par d'autres gens pour faire chier ce mec là, donc c'est quand même assez horrible, mais bon, c'est pas irréaliste, donc là c'est pas un coup de gueule, hein, c'est juste une description de ce que j'ai ressenti. Donc voilà, et comme je vous disais, la personnalité, c'est un peu simpliste, pour moi c'est vraiment pas le point fort, mais après c'était pas dérangeant, c'était le mélange de dérangeant et de gênant, donc c'était pas dérangeant parce que comme je vous dis, ce qui fait continuer, c'est à la fois le grand design et à la fois les petites choses horribles qui sont disséminées. Il y a des scènes où vraiment, voilà, vous allez être en mode oh, putain, ah ouais, et tout, genre on s'arrête et après on y repense et on se dit waouh. J'ai vu des gens dire dans les commentaires que c'était cinématographique, et c'est pas faux parce que c'est vraiment décrit d'une manière où on voit venir le truc et on se dit non. Et après quand ça arrive, on se dit putain. Donc on a vraiment le temps de voir venir le truc, de l'anticiper, de sentir le malaise, et les scènes comme ça elles sont énormément traînantes. Je vous le dirai en spoil qu'est-ce qu'il y a comme scène précise de ce genre là et à quelle scène je fais référence quand je dis qu'il y a des scènes qui m'ont vraiment marqué, mais c'est ça, c'est que on voit venir le truc, on se dit non mais il va quand même pas se passer ça. Après on voit des choses qui pourraient nous laisser penser que ça va peut-être pas aller jusqu'au bout, donc on a le temps d'avoir de l'espoir, et après on voit notre espoir qui se casse la gueule et on se dit oh, putain ils l'ont fait quoi. Il y a d'un côté ça, et d'un côté comme je vous dis le côté grande fresque où on suit les persos sur des années, où on se rend compte que tout est très réaliste sur le côté politique, etc. Et le fait qu'il y ait énormément de persos, vous allez pas du tout avoir la sensation que le monde est petit et que le sort du monde entier se règle entre 3 personnes, parce que tout le temps on est confronté au fait que les persos qu'on suit sont qu'un tout petit engrenage d'un grand truc. Et même si on suit justement des persos importants, parce que Art Keller il va prendre de l'importance
en partie justement parce qu'il va faire des alliances avec des gens, etc. Tout ça pour faire tomber les Barrera. Il va devenir ce qu'ils vont appeler le seigneur de la frontière. Bon, c'est un peu titre ronflant pour pas grand-chose, mais en gros, il va devenir un espèce de chef des flics justement à la frontière. Et lui, il s'est mis là exprès pour se mettre en travers du chemin des Barrera. Il va devenir aussi un mec flippant dans sa catégorie. Et les Barrera, bon bah voilà, on peut quasiment dire que... Je sais pas si on peut dire vraiment qu'ils règnent sur le Mexique, mais quasiment, parce que tous les politiciens mangent dans leurs mains et tout, donc c'est quand même des gens importants qu'on suit, mais on a tout le temps aussi les points de vue des pauvres qui sont dans le pays, et pourquoi ils ont besoin de ces mecs-là. Malheureusement, c'est pas que je sois d'accord avec, mais en gros, c'est la situation qui fait que la seule manière dont les gens survivent, c'est justement grâce à l'argent de la drogue, quoi. Et quand tu vois tout ça... tu peux pas te dire c'est bien, c'est pas bien, etc. Tu te dis, bah, putain, la vie c'est vraiment de la merde, quoi. Et c'est ça qui est fort. Donc c'est plus ça que les personnages. Donc c'est plus l'univers. Là, je suis en train d'empiéter sur ma catégorie suivante. Je suis perdue parce que je suis plus en face de mon PC pour regarder mes catégories parce que je suis obligée de me cacher dans la salle de bain pour pas respirer de pollen. Ah, j'ai oublié de parler de l'évolution. Bon, est-ce qu'il y a de l'évolution ? Bah, du coup, l'évolution, oui, mais vers le négatif. Parce que comme je vous disais, Art Keller, on part d'un mec idéaliste qui est en mode je vais arrêter les dealers de drogue, etc. Un mec qui se dit je suis prêt à toutes les compromissions pour faire tomber Adam Barrera parce que je l'ai en travers de la gorge, que ce mec est devenu le parrain de tous les narcotrafiquants en partie à cause de moi. Donc voilà, lui Adam c'est pareil, au départ c'est un mec qui veut pas trop se salir les mains, qui veut pas trop savoir ce qui se passe de l'autre côté, enfin du côté justement de Raoul qui tabasse des mecs, qui bute des gens, etc. Il est en mode il arrive à peu près à se convaincre que tout ça n'existe pas, et les choses vont faire, et en partie son père Tio va faire que à un moment il va vraiment se retrouver obligé de regarder les choses en face au sens littéral, et du coup d'avoir les mains sales, etc. Et on va voir comment il va s'en tirer. Donc lui aussi il va un peu bader, mais aussi un peu devenir plus dur et plus aguerri en quelque sorte par rapport à ça. Et en fin de compte, c'est ce qui arrive à tout le monde dans ce livre. Les gens ils prennent cher, et soit ils meurent. S'ils sont idéalistes et qu'ils veulent pas changer, qu'ils sont vraiment à fond sur leurs convictions, qu'ils veulent pas faire de compromissions, etc., ils vont crever. Et s'ils sont prêts à tout pour survivre et pour se venger, etc., enfin peu importe que pourquoi ils veulent survivre, mais s'ils sont prêts à tout pour survivre, ils vont survivre. Mais clairement, ils vont avoir les mains sales et ils vont avoir l'esprit torturé. Donc les persos évoluent, mais ils évoluent complètement dans le négatif. On sent que les gens... quasiment, je vois leur point de santé mentale qui descend au fur et à mesure du livre, en fait. C'est quasiment comme du Cthulhu... Sauf que là, au lieu de voir des scènes de rituels pour invoquer des grands anciens, c'est des meurtres qui sont là justement pour choquer les gens, pour leur dire on se fout pas de la gueule de la mafia. Donc c'est un peu le même concept en fait, parce que voilà, du coup on est confronté à des scènes horribles, des meurtres horribles, où on va tuer des femmes, des enfants, etc. et bien t'exposer les corps mutilés, etc. Ou prendre ton pote et le torturer aussi pour lui faire avouer des trucs, et puis après te le crucifier, te le balancer devant chez toi ou un truc comme ça. Et ben oui, concrètement, les mecs qui survivent à tout ça, moi je voyais leur santé mentale qui baissait au fur et à mesure du livre, et donc c'est ça l'évolution. Donc c'est pas du tout positif, mais mais c'est quand même une évolution, parce que clairement on le sent dans la manière de se comporter des persos qui sont de plus en plus impulsifs et en mode rien à perdre, quoi. On sent qu'ils sont... Justement, ils ont plus de principes, ils ont plus de scrupules, ils sont vraiment... ils ont un seul objectif, c'est la seule chose à laquelle ils peuvent se raccrocher, et tout le reste, ça passe à la trappe au fil du temps. Donc ça, c'est plutôt bien fait et plutôt intelligent et réaliste, même si c'est extrêmement déprimant. L'univers lié à la créature, je vous dis, c'est inspiré du monde réel, et moi, je m'y connais pas trop en Mexique, en narcotrafiquant, en Colombie, etc. Mais j'avais déjà lu des trucs sur les espèces de communistes... Bah oui, je vous en ai parlé dans Paz un peu aussi. Ouais, les espèces de guerrieros et tout, là, qui voulaient faire la révolution dans ce coin-là, où les mecs, c'est juste des vieux paysans qui survivent avec ce qu'ils ont, etc. Et puis t'as les espèces de milices américaines qui débarquent et qui les flinguent tous, et limite, qui vont les habiller après en guerrieros pour faire on a massacré ces mecs-là, ils ont essayé de nous tuer les premiers, ils étaient prêts à sortir leurs armes et tout. T'es en mode, putain, c'est... Waouh, ils ont tellement peur du communisme qu'ils vont massacrer les gens comme ça pour quasiment rien. Ça fait vraiment flipper. Mais du coup, l'univers, comme c'est le nôtre, il y a rien à dire. C'est réaliste et c'est intéressant. Et on est choqué justement parce qu'on se dit putain, c'est ça la réalité, waouh.
Ça donne pas envie d'aller en Amérique du Sud. Logique et cohésion, bah moi j'ai vu aucune faute de logique. Et comme je vous dis, c'est très impressionnant sur ce plan-là. Le côté grande fresque. Après, il y a des choses qui peuvent être un peu grosses. Je veux dire, des persos qui sont amenés à se croiser plus ou moins par hasard et où on va se dire ouais, bon. Mais grosso modo, c'est pas choquant parce que ça arrive pas non plus tous les 4 matins. C'est quand même assez impressionnant les plans que font les uns et les autres, comment ça se recroise, les conséquences que ça a sur des années et des années. Ouais, franchement, c'est assez impressionnant sur le plan logique et cohésion. Mystère et découverte. Est-ce que vous avez vraiment envie de découvrir comment on peut exterminer les gens que vous aimez de la manière la plus horrible possible? Bon, bah si vous répondez oui à cette question, il y a de mystère et de la découverte. Mais moi je dirais que c'est pas trop le propos, parce que concrètement, c'est pas trop pour ça qu'on est là. De la découverte un petit peu, parce que justement se demander comment marche ce milieu, pourquoi ça marche autant, justement, pourquoi il y en a sans arrêt et pourquoi ça revient dès qu'on coupe la tête à un mec, il y en a un autre qui reprend la place et tout, et pourquoi le pays ne peut pas s'en sortir autrement, etc. Ça c'est intéressant, mais je suis pas sûre que ça puisse rentrer vraiment dans cette catégorie-là. Enfin, dans le côté documentaire, oui. Mais sinon, je suis un peu mitigée sur la catégorie mystère et découverte parce que grosso modo, ce qu'on apprend, on n'a pas forcément envie de le savoir. C'est pas enthousiasmant, quoi. C'est intéressant, mais c'est pas enthousiasmant du tout. L'écriture, bah moi, j'ai pas trop aimé. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment détesté les scènes de cul. J'ai trouvé qu'il y avait des mots crades, que c'était pas bien... Enfin... C'était vraiment décrit d'une manière qui me dégoûtait. Les gens se disaient des choses extrêmement banales pendant. Alors tu vas me dire, tout le monde n'est pas capable de balancer des poèmes comme dans The Witcher ou voilà, mais bon là, c'était vraiment pauvre sur ce plan-là. Et que ce soit les scènes, à la limite, j'ai préféré les scènes qui étaient censées être horribles. Parce que là, je les ai réellement trouvées horribles. Alors que les scènes qui étaient censées réellement être tendres et jolies, j'étais en mode plus révulsée alors que c'était censé être positif. Là, je me suis dit quand même, il y a un peu un problème. Grosso modo, comme je vous disais, l'écriture est très froide. Les persos, leurs états d'âme, on nous en parle, mais on nous en parle d'une manière assez évasive et superficielle. Donc moi, j'ai jamais vraiment eu l'impression d'être proche d'un perso, de pouvoir m'identifier, de savoir ce qu'il ressent, de partager quelque chose avec lui, etc. J'avais vraiment l'impression d'être du point de vue extérieur, justement d'être une espèce de caméra qui suit des gens et qui les espionne, plus ça que d'être d'un point de vue interne. Donc moi, j'ai pas trop aimé. Il y a vraiment, ce qui est fascinant, c'est comme il disait, ce côté cinématographique, surtout des scènes, comme je vous disais, vraiment les plus horribles, où on sent le truc venir et ça s'attarde. Alors que le reste du temps, c'est un truc qui passe vite. Je vous dis, il y a des années qui passent entre les chapitres. On revoit des persos plusieurs années plus tard, on voit les enfants qui grandissent, on voit sa femme qui l'a quitté, machin, le mec qui a changé de pays ou qui a changé de bande de potes, etc. Tout est très superficiel et ça avance très vite. Et pourtant, sur 800 pages, je peux vous dire que du coup, ça laisse le temps qu'il se passe énormément de choses. Mais par contre, sur les scènes, justement, où il y a des meurtres particulièrement atroces, et ben là, ça va vraiment traîner en longueur. Mais je vous dis pas ça dans un sens négatif. Hein. Pour moi, justement, c'est les scènes qui étaient les mieux décrites de tout le bouquin. Mais du coup, là, vous allez les vivre, vous allez les ressentir. Et au final, donc, je ressors de ce livre en ayant des images et des sensations claires que de scènes absolument atroces. Mais vraiment que de ça. Il y a une ou deux scènes positives qui me sont restées en tête, mais elles me sont restées en tête plus parce que c'était tellement rare d'en avoir que du coup je m'y suis un peu raccrochée que parce qu'elles étaient bien écrites. Donc pour moi l'écriture elle est assez banale, superficielle et quelconque, sauf je vous dis dans ce côté vraiment la capacité à vous mettre le zoom sur ce qui est dérangeant dans les scènes de meurtre pour vous donner vraiment cette impression d'être mal à l'aise devant. Si au départ vous êtes venu en vous disant ouais moi je trouve ça génial de regarder des femmes se faire découper en morceaux et tout, bon, vous allez me dire mais comment on peut penser ça, mais elle est complètement psychopathe. Mais enfin mais bien sûr que oui. Non mais normalement je veux dire voilà quoi, c'est bon, on va pas se cacher, on a tous un petit côté si on aime bien lire des polars et tout, on sait quand même qu'on aime bien avoir des détails de ce genre. Mais voilà, au départ, moi je me dis ça c'est bien, mais dans ce livre, je peux vous dire que ça va vous mettre mal à l'aise. Alors, peut-être pas vous, peut-être que c'est moi qui ai été, qui suis trop sensible au fond. Peut-être que derrière mes petits côtés, moi j'aime bien les meurtriers psychopathes et tout, en vrai, je suis une pauvre petite chose fragile qui se met en boule et qui chiale dès qu'on fait des choses vraiment horribles, mais
En tout cas, voilà, les meurtres ne sont pas décrits d'une manière du tout jouissive. D'ailleurs, souvent, les gens qui les perpètrent sont les premiers à en souffrir. Enfin, moi, c'est ce que j'aime pas. Personnellement, j'aime pas du tout quand on tue des gens et qu'on en souffre. Je trouve ça doublement horrible. Donc là, ça va être malaisant. Mais si ça vous intéresse de vivre ça, venez, franchement. Et après, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous trouvez que c'est moi qui suis trop sensible, ou si vous aussi, vous avez quand même ressenti des petits frissons, des petits malaises, des petits trucs. Ou si vous avez juste trouvé ça rigolo, hein, tenez-moi au courant. Donc poésie et contemplation, 0. Mais vraiment 0. Comme je vous dis, l'écriture, elle est pas du tout là-dedans. Je suis pas sûre qu'il y ait une seule description. Une ou deux fois, il doit y avoir une description, genre d'une belle maison, ou qu'il y a la plage à côté de la maison. Mais c'est toujours pour vous faire prendre conscience que comme les mecs sont riches, ils ont les meilleurs trucs. Alors qu'à côté, on a conscience qu'il y a les pauvres qui crèvent la dalle dans des rues dégueulasses. Donc non, vraiment, on est dans le concret à fond. Il y a vraiment un côté, comme je vous dis, documentaire. Donc la poésie et contemplation, 0. Même peut-être dans le négatif. Et suspense et action, bah là, il y en a pas mal. Hein, parce que concrètement, ça va tirer dans tous les sens. Des gens vont crever, y compris des gens qu'on suit. Ouais, donc suspense et action, c'est vraiment ça. Là, c'est un film d'action sur 832 pages, donc je peux vous dire qu'il va s'en passer des trucs. Dialogue, oui, plutôt pas mal, je dirais. Il y a vraiment des persos qui ont leur manière de parler. Les persos qui sont censés venir de la rue et pas être très intelligents et tout, ça se voit assez. Et les persos qui sont censés être plus cultivés, bah justement, ils le sont, etc. Et on voit qu'ils se plaisent plus entre eux et que les autres, ils les méprisent un peu, etc. Donc c'est pas trop mal fait sur ce plan-là. C'est pas un truc de ouf, mais ça va. Donc crédibilité, réalisme, moi je dirais oui. Originalité côté marquant, par contre, non. Y a rien qui m'a vraiment marqué. C'est pas ça l'important, j'ai envie de vous dire. Les dialogues, il y en a, mais c'est pas le centre de l'histoire. D'ailleurs, si des persos ont besoin de se faire un long discours, généralement on va vous l'ellipser, on va vous dire voilà, ils se racontèrent tout de ça à ça, de ça à ça, ça va être mis en mode troisième personne et ça va pas être on va pas avoir la formulation exacte et tout. Comme je vous ai dit, c'est un livre qui ellipse des années, donc à partir du moment où il ellipse des années, il va pas hésiter à ellipser des dialogues, à ellipser des scènes entières, etc. Tout est assez rushé, ce qui peut paraître vraiment bizarre sur 832 pages, mais je le redis, il se passe tellement de choses que même s'il y a 832 pages, bah les choses sont quand même rushées, ce qui est étonnant, mais du coup, quand on le lit, on n'a vraiment pas l'impression... Enfin, en tout cas, moi, je me suis jamais ennuyée. Et j'avais vraiment l'impression qu'il y avait de l'action sans arrêt, que ça passait super vite. Je me suis rendu compte que j'avais mis plus de 3 jours à le lire et que c'était pas habituel. Et j'étais contente d'avoir cette sensation que ça se terminerait jamais et de suivre des gens quasiment pendant toute leur vie. Mais par contre, je vous ai dit, j'ai jamais eu la sensation que ça traînait. J'ai jamais eu la sensation même qu'il y avait vraiment des pauses. Par moments, j'aurais peut-être bien aimé parce qu'on prend vraiment cher sur certaines scènes. Il y a vraiment suspense et action tout le long, sans pause. Et donc en note globale, j'ai mis 7. J'ai vraiment hésité à mettre 8 parce que je me suis dit, c'est ouf justement de faire une saga comme ça qui s'étale sur des années. C'est vraiment super intéressant, super cohérent, super profond. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir eu tout ce que j'en espérais, d'avoir eu la version ultra plus de Gomorrah, parce que Gomorrah, il y avait quand même quelques trucs un peu irréalistes et on suivait quand même un nombre assez limité de persos. Là, j'avais vraiment l'impression que c'était ça en 15 ou 20 fois mieux. Donc j'ai hésité à mettre 8, puis je me suis dit, déjà, est-ce que j'aurais envie de le relire ? Je suis pas sûre. En partie parce que c'est pénible, mais en partie aussi parce que je vous dis, l'écriture me plaisait pas plus que ça. Les persos me plaisaient pas plus que ça. C'est vraiment juste le côté, l'histoire où je me dis que maintenant que je sais un peu comment ça va se passer, je pourrais peut-être voir des détails en plus. Ou même en le relisant, justement, je pourrais me concentrer sur des détails que j'avais peut-être loupés la première fois, etc. Donc je me dis peut-être une fois, mais j'en suis même pas sûre. Donc déjà là, je me dis le 8, on n'est pas vraiment dedans, parce que normalement un 8, je dois avoir une vraiment franche envie de le relire. Et ensuite, je me demande, est-ce qu'il est égal à L'Ombre du Vent ? Et je me dis non, bah non. Je veux dire, L'Ombre du Vent, c'était super bien écrit, c'était beau. Alors effectivement, c'était beaucoup moins réaliste, mais c'était vachement plus agréable, positif et tout ce qu'on veut. Enfin, c'est surtout vraiment que je sentais un espèce de talent. Je vous ai dit, il y avait des belles phrases, des belles idées. Enfin, il y avait vraiment une beauté qui se dégageait de tout le livre. Et là, c'est clairement pas le cas, mais vous allez me dire, c'est hors de propos. Là, on est plus dans un truc documentaire. Donc j'ai vraiment hésité. Mais ça me ferait vraiment bizarre de le mettre au même niveau que L'Ombre du Vent. J'aurais l'impression que ça dégrade L'Ombre du Vent, quoi. Donc c'est bizarre, mais du coup je suis restée à 7, en hésitant énormément pour le 8, parce que comme je vous ai dit, les scènes de meurtre sont tellement atroces que pour moi il faut quand même un certain talent pour nous dégoûter de quelque chose comme ça, surtout que moi en général je vous dis j'aime bien. Donc pour que ça soit désagréable, il faut quand même l'écrire d'une manière où on nous le fait vraiment ressentir, quoi.
que c'est pas positif. Moi, par défaut, si on me dit rien, je vais juste kiffer. Donc là, on nous l'a bien fait vivre et c'est quand même quelque chose. Donc voilà, un 7, mais un gros 7. Si je pouvais mettre 7,5, je le ferais, mais bon, je le fais pas parce que sinon c'est le bordel, on s'en sort plus. Donc voilà, un gros 7. Et sur ce, je vais revenir sur la fin. Alors la fin, comme je vous ai dit, je vous l'ai un peu sous-entendu tout à l'heure, Nora et Callan vont se recroiser, parce qu'ils se sont croisés en étant jeunes, parce que Callan et son groupe de potes avaient décidé de se payer des putes pour fêter je ne sais plus quoi, et Callan avait dit qu'il tombait amoureux au premier regard de Nora. D'ailleurs ça m'a un peu saoulé aussi, parce que il tombe amoureux au premier regard, mais par contre après, quand il a pas pu la voir, il la zappe complètement et il va se mettre avec une autre meuf. Alors certes, comme la saga s'étale sur des années, je me souviens pas combien d'années après il a décidé de se mettre avec une autre meuf, mais tomber amoureux au premier regard, déjà ça me paraît un peu stupide. Et en plus, tomber amoureux au premier regard et se mettre avec une autre meuf au chapitre suivant, je me dis pourquoi employer le mot amoureux dans ce cas-là? Tu pouvais juste dire qu'elle t'a excitée, ou que tu la désirais, ou qu'elle était vachement belle. Enfin voilà quoi, mais je trouve ça un peu absurde d'employer le mot amour pour un truc comme ça. Mais bon, en tout cas, il avait fantasmé dessus et il avait pas pu la voir parce que il y avait un de ses potes qui avait décidé de se la taper, et comme il avait l'air prêt à tirer sur tout le monde s'il acceptait pas. Enfin, en gros, Nora a dit qu'elle allait choisir elle-même, elle a choisi l'autre parce que sa patronne lui a demandé de faire ça pour éviter de foutre la merde. Donc voilà, mais elle aurait préféré aussi se taper Callan. Et au final, donc, ils se sont retrouvés des années plus tard parce que Nora, justement, elle était devenue la maîtresse de Adam Barrera. Et donc, elle est, comme toutes les femmes, elle le trahissait et elle fournissait des infos à la police. Bon, après, elle a une bonne raison de le faire, c'est parce qu'avant, elle était en semi-amitié par oblique amour avec un prêtre, et que ce prêtre s'est fait flinguer justement par les Barrera. Parce que les politiques lui ont dit de faire ça. Ils lui ont dit, en gros, on te laissera flinguer un mec dont je me rappelle plus le nom, que eux ils avaient l'intention de buter parce qu'ils pensaient justement que c'était une balance, parce que c'est Art Keller qui leur a fait penser ça, mais en fait c'était pas vrai. Donc ils voulaient buter ce mec là. Les flics ont dit ok, on fermera les yeux si en échange vous butez le prêtre, parce qu'il a des infos compromettantes sur nous, enfin il a des dossiers sur nous. Donc il l'a fait, et c'est Callan Callan il s'est retrouvé dedans. Il était dans la fusillade, mais il était pas au courant qu'il était censé buter le prêtre. Lui il pensait qu'il était censé buter l'autre mec, et donc quand il a vu un des mecs qui était avec lui buter le prêtre, il a dit non, arrête, et puis le mec l'a pas fait, donc il s'est un peu effondré après ce truc là, et après c'est là qu'il allait se mettre en mode alcoolo suicidaire dans un coin. Et entre temps, Nora est devenue la maîtresse, elle était déjà la maîtresse de Adam Barrera, mais à ce moment là elle a décidé qu'elle le haïssait et qu'elle voulait se venger de lui, donc elle a commencé à devenir balance, indique plutôt, pour filer des infos à Art Keller sur Adam. Donc au final, il y a un moment où du coup il y a des fusillades dans tous les sens. Je vais essayer de vous passer les détails. Ils comprennent qu'il y a un traître, ils sont pas sûrs de qui c'est, et ils enferment Nora, c'est Raoul qui enferme Nora en se disant qu'il va la faire pas torturer, parce que c'est quand même encore la meuf de son frère, et qui sait que son frère va mal le vivre s'il lui fait trop de mal, si jamais elle n'était pas coupable. Mais y a un médecin qui va lui filer de la drogue et l'interroger pendant qu'elle est droguée en boucle jusqu'à ce qu'elle parle, pour lui faire ressentir qu'il y a des incohérences dans ses récits, etc. Donc elle va commencer à craquer. Raoul va comprendre qu'elle les a trahis, et il va dire à Adam, écoute, moi je vais la buter. Donc Adam va lui dire non, dans ces cas-là je vais le faire moi-même. Et au final, au dernier moment, ils vont recevoir l'info, parce que Art Keller va essayer de faire ça pour sauver Nora, que en fait c'était un autre mec qui est d'ailleurs un gros connard, mais je vais pas prendre le temps de m'arrêter sur lui, qu'ils avaient réussi à arrêter, et donc c'était lui qui avait parlé à la police en étant arrêté. Donc ils vont se dire lui on va le buter, etc., et on va pas buter Nora. Entre temps du coup ils ont été planqués, Nora, c'est justement la bande de Callan, des espèces de mercenaires qui sont au service d'un mec dont j'ai pas trop compris c'est un mec qui faisait aussi partie, il me semble, d'une mafia, mais pas sûr qu'il fasse partie de la même que les Barrera. Il me semble qu'il était d'un autre pays, le fameux Salskashi là, mais je me rappelle plus vraiment de quoi il fait partie lui. Il y a des moments justement où j'ai pas tout suivi,
Je vous le cache pas, parce qu'il y avait tellement de parties différentes, tellement de mecs différents, etc. que voilà. Donc en tout cas, si j'ai bien compris, c'était censé être quand même des alliés des flics qui la retenaient cachée. Et ils avaient fait croire à Adam qu'elle était morte, parce que sinon ils savaient qu'Adam allait essayer de la retrouver, vu qu'il était toujours amoureux d'elle. Et c'était mieux aussi, que ce soit pour... S'il apprenait que c'était elle qui avait réellement trahi, il allait vouloir la retrouver pour la tuer. S'il apprenait qu'elle n'avait pas trahi, il voudrait la retrouver pour qu'elle soit à nouveau sa meuf. Donc dans tous les cas, il fallait mieux qu'il pense qu'elle était morte. Du coup, Callan et ses potes servent de mercenaires qui la surveillent au nom des flics. Et finalement, il va se passer un truc... Il y a le fameux Pêche... Oui, c'est un nom bizarre, mais bon, c'est un surnom, mais voilà, il l'appelle Pêche, qui va vouloir potentiellement Je sais plus s'il veut buter Nora ou se la taper, en tout cas, il veut faire un truc avec, et Callan, il se dit non, cette fois, il n'y a pas moyen, parce que c'était lui qui lui avait piqué, justement, il y a des années plus tôt, donc il va se mettre en mode, non, personne ne passe, sinon il faudra me défoncer d'abord et tout. Les mecs vont commencer à s'énerver, donc lui, il va décider de tous les braquer et de faire évader Nora. Il me semble qu'il dit qu'il comprend que les mecs allaient la buter de toute façon, mais je sais pas trop comment il avait compris ça. En tout cas, après, du coup, il y a Selskashi qui va arriver, qui va buter tous les potes de Callan et qui va faire croire que c'est Callan qui les a butés et qui s'est enfui avec Nora. Donc, je sais pas trop ce qu'il en est. Enfin bon, je suis pas sûre d'avoir bien compris pourquoi il avait fait ça, mais voilà. Donc elle est enfuie avec Callan, et là, ils vont se rendre compte qu'ils sont amoureux, ils vont se parler de leur passé. C'est là qu'ils vont coucher ensemble, et que j'ai trouvé ça dégueulasse, alors que j'aimais les persos et que j'étais contente de ce qui leur arrivait, mais ça m'a vraiment fait chier que ce soit décrit de cette manière, quoi. Ensuite, ils vont organiser une espèce de rencontre entre tout le monde où un peu chacun va prévoir de buter quelqu'un d'autre. Je crois que Callan va se faire payer pour abattre Hardkeller par Selskashi, qui va lui dire que s'il fait ça, après ils le laisseront partir avec Nora et qu'ils pourront refaire leur vie, etc. Mais lui, il a prévu d'abattre aussi Callan parce qu'il en sait trop. En gros, tout le monde a un peu prévu d'abattre tout le monde, et tout le monde va se pointer. Donc il y a aussi Adam et il va même y avoir le vieux Tio. Donc tout le monde sort, et là ça fait vraiment film, et je trouvais ça un peu... je sais pas, ouais, ça faisait vraiment fin de film d'action un peu de base. J'ai un peu moins aimé que le reste, parce que je sais pas si c'était... Enfin bon, ça m'a un peu fait bizarre, ouais. Donc tout le monde se pointe, évidemment, Callan, on nous dit ouais, qu'il est content, que tout va bientôt s'arrêter. Enfin, au début, on a vraiment l'impression qu'il va buter Hardkeller et qu'il s'en fout, ce qui est un peu bizarre. Et en fait, évidemment, au dernier moment, il tire... je sais plus s'il tire sur Adam ou sur Tio, d'ailleurs. Il tire peut-être sur Tio. Mais bon, en tout cas, il tire pas sur Hardkeller. Et donc, ils arrivent les deux à s'enfuir, et Adam et Hardkeller font une espèce de pacte où Adam se fait arrêter, et où il est censé balancer des choses sur le reste de la mafia. Parce que le délire de Hart depuis longtemps, c'était d'arrêter Adam et pas juste de le flinguer. Il voulait vraiment qu'il finisse en tôle. Il s'est allié pas mal de mecs pour le faire tomber et tout, et évidemment il y avait des gens qui préféraient qu'il soit mort plutôt qu'il soit en tôle et qu'il puisse parler, donc il y en avait qui voulaient faire abattre tout le monde. Et d'ailleurs c'est pour ça que Tio s'était ramené, pour éviter que son fils se fasse abattre, parce qu'il savait qu'il y en avait qui prévoyaient de le flinguer. C'était un peu le bordel, mais bon, du coup au final c'est Callan qui a tiré sur les bonnes personnes, et donc ils ont réussi à s'enfuir, et lui et Nora ils vont vivre heureux, et patati et patatras. Bon, du coup la fin, voilà quoi, j'en ai rien pensé de précis, et je la trouve un peu fin, ouais, je vous dis, de film d'action de base, et un peu quelconque, mais d'une certaine manière c'était plus le voyage, le chemin, etc. qui importait. Mais là, c'est un voyage dans l'horreur et dans le négatif. Donc ça fait un peu bizarre d'employer cette expression. Mais voilà, donc la fin, je vous dis, pour moi, ça fait pas spécialement baisser la note, parce que d'une certaine manière, on s'en fout, c'était arbitraire. Il y a des tonnes de scènes qui auraient pu être considérées comme la fin avant. Et là, c'était vraiment genre, on prend tous les persos, on les fait tous... se foutre sur la gueule une dernière fois pour faire en mode grand final. Je trouvais que le grand final était un peu foireux, justement parce que ça se règle en 5 secondes. C'est toujours un peu le problème avec des armes à feu, c'est que pour maintenir un suspense, on était obligé de se demander sur qui Callan allait tirer, alors que bon, je veux dire, on savait qu'il était sympa et que c'était un gentil. Ça aurait été étonnant qu'il tire sur Hardkeller, et puis de toute façon Nora, elle lui en aurait voulu, donc voilà. Il me semble d'ailleurs que peut-être qu'il a réellement hésité, mais justement Nora, elle a essayé de protéger Hardkeller face à, je sais plus si c'était face à Adam ou face à Tio ou face à Selskashi, je sais plus, en tout cas face à un des autres, elle a essayé de protéger Hardkeller, et du coup c'est peut-être pour ça que Callan a décidé de changer son fusil d'épaule, lol. Ou alors peut-être qu'il avait tout prévu depuis le début et que c'était juste la manière dont les choses étaient décrites qui voulait nous mettre le doute pour rajouter du suspense. En tout cas, nous mettre un suspense sur ça, j'ai trouvé ça un peu bas, très honnêtement. Et que tout se règle dans cette scène-là, ouais, j'ai trouvé ça un peu naze aussi, parce que tout le monde faisait des grands plans tordus depuis super longtemps,
où on se disait, on était en mode jeu d'échecs, qui c'est qui va faire un coup plus fort que l'autre, etc. Avec Nora qui était tirée entre les deux et tout. J'avais vraiment une sensation qu'il allait se passer des trucs de malade et que les deux mecs étaient intelligents et tout ça. Et pour que ça se règle juste, tout le monde se tire dessus et c'est finalement Callan, le mec est juste doué pour tuer, qui va faire que ça va se régler de la manière entre guillemets positive pour faire une semi-happy end. Je trouve ça un peu nul quoi, mais bon. Je vous dis, pour moi, c'est pas dérangeant au point de baisser la note, c'est juste que du coup, la fin, pour moi, c'est juste quelconque, et c'est le déroulement qui était intéressant. Donc, faut pas se fier spécialement à ce que je vous dis là. Si vous écoutez alors que vous l'avez pas lu, je vous dis, ça vaut quand même la peine de le lire. Mais en tout cas, vous dites pas que ça va être un crescendo et que les persos vont devenir de plus en plus doués, de plus en plus stratèges et qu'il y aura un grand final à la Death Note et tout, parce que là, c'est clairement pas le cas. Les gens réfléchissent et tout quand ils sont au calme à tête reposée chez eux et tout. Et là, en gros, ils ont juste fait des plans pour arriver à faire venir les autres pour avoir une occasion de débuter. Et après, ça va juste se régler en qui tire sur qui, en mode western. Donc, pour moi, c'est le côté un peu décevant de ça, mais c'est pas irréaliste. Enfin, ce qui est irréaliste, c'est que les gentils s'en sortent. Mais... Après tout ce qu'on a pris à la gueule depuis le début de l'histoire, après, c'est pas des gentils en mode naïf. Callan, je vous dis, c'est un tueur, et Nora, voilà quoi, elle a fait tout ce qu'il fallait pour survivre. Elle s'est mise avec des mecs dangereux, elle est intelligente et elle est calculatrice et tout, donc c'est pas non plus des gentils en mode tout blanc, tout pur, ceux-là ils sont tous morts. Mais bon, n'empêche que ça me laisse un peu dubitative, même si je vous ai dit c'était mes persos préférés, parce que de toute façon, les Adam, Raoul et compagnie, ça va être difficile de les aimer vu les choses horribles qu'ils font. Je pense qu'à un moment, normalement, ils atteindront vos limites, quelles qu'elles soient, je pense. Vous me le direz encore une fois si c'est pas le cas, si vous avez trouvé que tout ce qu'ils ont fait c'était complètement normal et légitime limite et que ça n'a rien changé sur votre opinion sur eux. Mais d'une certaine manière, comme je vous dis, comme on connaît pas vraiment les gens dans leur intimité et qu'on a un rapport assez superficiel avec eux, du coup leur meurtre, etc., ça pèse assez lourd dans ce qu'on pense d'eux. Donc c'est quand même compliqué de pas leur en vouloir, alors que Callan et Nora, on voit qu'ils sont pas... Enfin, qu'ils subissent plus la situation qu'autre chose. Donc, ils arrivent à garder les mains relativement propres, même si tout est relatif dans un livre comme celui-là. Voilà, tout ça pour vous dire que c'était un livre qui m'a bien plu et qui m'a vraiment accaparé, où j'avais vraiment hâte de lire la suite, il y avait beaucoup de suspense et tout. Mais il y a beaucoup de points négatifs, et c'est pour ça que pour moi, je lui ai pas mis la note ni maximum, ni même parmi mes meilleurs. Il sera pas dans mes préférés, il sera juste en haut des bons. Sur Babelio, j'ai vu que tous les avis que j'ai lus, c'était du 5 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5. Bon, pour moi, je suis pas du tout dans un 5 sur 5, mais c'était vraiment quand même quelque chose d'assez ouf. Surtout, je vous dis, sur le point de vue de la complexité, du détail, etc. Donc voilà, comme je vous le dis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.